Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Alors je sais même pas s'il faut considérer ça comme le dernier jour de la saison régulière ou déjà le premier jour des playoffs, vu que c'est ce soir que vont se déterminer les deux derniers sélectionnés pour participer aux playoffs. C'est les deux derniers matchs de play-in. Il y aura un match Memphis-Dallas et un match Heat contre les Hawks. Mais avant qu'on vienne sur ces deux dernières confrontations, il y a une nouvelle importante qui est tombée hier du côté des Milwaukee Bucks, Shai, concernant la santé de Damian Lillard. Ouais, news amazing même à utiliser Shams Charania parce que personne s'y attendait, j'ai l'impression. C'était certain que Damian Lillard manquerait le premier match, enfin, c'était annoncé comme ça. On sait qu'il a été victime d'une thrombose veineuse, enfin, du même type que Victor Wembanyama il n'y a pas très longtemps, et que c'était assez incertain. Et là, en gros, les Bucks annoncent enfin, ont annoncé à Charania qu'il pourrait, qu'il allait revenir en fait, et que il était guéri en fait. Ils avaient jamais vu ça médicalement, qu'il y avait une évolution de la situation liée probablement au fait qu'il l'ait détecté et traité très tôt avec des spécialistes, et que c'est donc une réussite médicale et que Damian Lillard devrait être apte pendant la série, peut-être même à commencer, dès le game 2. Ce qui est quand même une excellente nouvelle pour les Bucks, parce que dans les espèces de petits pronostics qu'on avait émis, je sais que tous les deux, on était plutôt sceptiques sur les chances des Bucks d'y arriver sans Lillard. Avec Lillard, ça redistribue quand même pas mal les cartes. Et c'est une bonne nouvelle si toutefois il y a un- une méthode qui fonctionne pour les thromboses, parce que visiblement, ils ont l'air de dire que c'est pas une découverte médicale, mais qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. C'est intéressant vu qu'on en voit malheureusement de plus en plus. Donc, excellente nouvelle pour les Bucks. Peut-être un peu moins bonne nouvelle pour Indiana, même si je pense pas que ça change foncièrement le plan des Pacers. Mais Damian Lillard, on devrait le voir. Alors, normalement pas dans le Game 1 qui sera samedi en fin de journée à 19h, mais dès le Game 2 peut-être, et c'est une nouvelle très importante. Ouais, parce qu'effectivement, c'est une blessure ou du moins une condition qui d'habitude force un arrêt qui peut aller de 3 mois à 1 an. Là, visiblement, le caillot effectivement, qui s'était formé au niveau du mollet de Damien Lillard s'est dissous complètement et donc il a pu même reprendre. Il s'est déjà entraîné. Il a participé à tout l'entraînement de la journée d'hier avec les Bucks, même s'il n'y avait pas de 55 dans cette séance. La difficulté, c'est que donc il a raté les 14 derniers matchs de la saison régulière et c'est pas simplement il souffrait pas simplement d'une blessure qui lui aurait permis de continuer à s'entraîner malgré tout. Il était à l'arrêt, donc il y a quand même une question de la condition physique qui est pas simple, de retrouver son timing en très peu de temps dans des matchs à très gros enjeux. Donc effectivement, c'est une excellente nouvelle pour Milwaukee, mais je pense que le retour de Damian Lillard va pas être si simple que ça. Et quelque part, je ne sais pas dans quelle mesure Milwaukee devrait pas se préparer un petit peu comme si de toute façon Lillard ne devait pas revenir. J'imagine que c'était déjà un peu le cas. Et j'ai l'impression que finalement le Game 1 prend une importance peut-être encore plus significative du côté de Milwaukee, mais surtout d'Indiana. Là, il faut vraiment pas te louper sur le Mm. match 1. Je pense qu'il faut que les Pacers vont arriver vraiment avec le couteau entre les dents pour essayer de prendre au moins ce match-là et prendre un petit peu d'avance. Ouais, je pense que Milwaukee, de toute façon, s'y est préparé par la force des choses, parce que les matchs que tu as évoqués, les 14 derniers, hein, je crois que c'est ça, et ils s'en sont plutôt très bien sortis parce qu'ils ont gagné les 8 derniers matchs. On a vu Ryan Rollins, souvent titulaire, Kevin Porter Jr. Faire de très très bonnes prestations aussi. Donc ils s'y sont préparés. Est-ce que ça veut dire pour autant que contre une équipe contre laquelle en plus il y a un passif, qu'il y aura vraiment enfin, ce sera vraiment difficile contre les Pacers. Les Pacers avancent quasiment en favori. Le premier match, tu as raison, je pense, sera déterminant. Et après, il faudra que Lillard réussisse à se greffer à ça. Et le fait qu'il n'ait pas du tout pu s'entraîner, parce qu'il était sous anticoagulant, c'est ce que j'ai pas précisé, c'est aussi sa nouvelle, c'est qu'il est plus sous anticoagulant. Donc il peut théoriquement voyager, il peut se réentraîner à pleine intensité. Il faut quand même un petit peu de temps. On sait que manquer un mois de compétition, c'est pas banal. En fait. Surtout quand après tu dois jouer un match de playoff à forte intensité. Et je dis un match, mais ça peut être 5, 6 ou 7 matchs. Ouais, donc voilà, à suivre effectivement. De toute façon, Doc Rivers a quand même insisté sur le fait que Damien Lillard n'était pas en condition physique de match, qu'il y avait quand même un gros boulot qui l'attendait maintenant pour essayer de retrouver son rythme et puis simplement la forme physique. On va suivre ça de près. Comme je disais en intro, deux matchs de play-in ce soir, Memphis-Dallas, Heat contre les Hawks. Même, je te propose qu'on commence par le match des Grizzlies. Ouais. Parce que lors du dernier match, Ja Morant s'est blessé à la cheville. Il avait dû sortir. Et à l'heure où on enregistre ce CQFR, il était encore incertain pour le match de ce soir. Ouais, mais bon, forcément, là aussi, c'est un facteur majeur. Je pense quand même, vu que c'est du one shot, c'est un match à élimination directe,
ils vont trouver le moyen de faire en sorte qu'ils soient aptes. Mais c'est pas, là aussi, c'est pas anecdotique. Et contre une équipe de Dallas qui est en confiance après sa victoire contre Sacramento, qui, sur un match en plus, autant sur une série, je les vois difficilement faire quelque chose, surtout vu l'adversaire qui s'annonce s'ils arrivent à passer les Grizzlies. Mais ils ont cette capacité avec l'effectif qui reste malgré tout, après tout ce qui s'est passé, à être à battre pas n'importe qui, mais pas loin. Et surtout une équipe des Grizzlies qui, depuis le changement de coach, a des difficultés qu'on reconnaît difficilement, je trouve. Il y a eu quelques victoires, mais il y a des joueurs qui sont moins en vue. Jaren Jackson Jr., on en a parlé. Ja Morant avec la blessure, c'est pas simple. Ouais, donc la présence de Morant va être déterminante aussi, parce que c'est aussi là qu'on l'attend dans une saison qui devait être celle de je vais dire la résurrection, peut-être pas non plus, mais où il doit remontrer que c'est un des joueurs majeurs de la ligue et un type qui peut faire la différence sur un play-in, sur une série de playoffs. Voilà, c'est pas anecdotique. Et je pense que ça. Avant, là, dans les pronostics qu'on avait fait, moi j'avais mis Memphis sans trop de doute. Je suis un peu plus hésitant là maintenant, alors que le match est cette nuit, parce que Dallas, voilà, rien à perdre. Les joueurs, eux, vont donner tout ce qu'ils peuvent malgré les circonstances qu'ils ont vécues ces derniers mois. Et je pense que pour eux-mêmes, ne serait-ce que se qualifier pour les playoffs, ce serait une belle revanche. Donc je pense qu'ils vont évidemment tout donner dans ce match qui est assez incertain. J'allais justement y venir. Je pense que Dallas, pour les joueurs de Dallas, ce match a une énorme importance. Parce que finalement, depuis le fameux trade, on ne parle que de Luka Doncic. Principalement, on n'arrête pas de dire le trade, ça n'a pas de sens. Cette équipe des Mavericks n'avait de sens tel quel que parce qu'avait Luka Doncic. Si effectivement les trades, le roster avait été bien construit, mais il avait bien été construit autour de Luka Doncic. C'est grâce à Luka Doncic que cette équipe a accédé au final NBA l'an dernier. Et je pense qu'il y a beaucoup ce match a beaucoup d'importance à la fois pour les joueurs qui étaient déjà là, les Klay Thompson, les PJ Washington, les Daniel Gafford, etc. Mais aussi pour Anthony Davis, parce que finalement, ce qui est un peu honteux, je trouve, ce qui est dur finalement, plus que honteux, ce qui est dur, c'est que personne dispute le fait qu'Anthony Davis soit un super joueur en fait. Et personne ne le dispute, ça. C'est simplement que, voilà, de l'avis de nombreux observateurs, le nôtre, je pense, c'est pas un joueur de la dimension de Luka Doncic. Et donc, quelque part, je pense qu'effectivement, l'importance et le niveau de jeu d'Anthony Davis est un peu sous-évalué, tellement voilà, le trade a fait parler et a chamboulé la ligue. Et je pense que ce match de ce soir, il a énormément d'importance, même pour ta fanbase, finalement, qui est... Les fans de Dallas ont été les premiers déçus de cet échange. Là, si tu peux accrocher des playoffs, bon, tu vas jouer au KC, hein, c'est pas gagné, c'est pas cadeau dans tous les cas au premier tour, mais gagner ce match, je pense que ça aurait vraiment une importance assez énorme pour Dallas. Si jamais ils devaient perdre, c'est que tu vas repartir dans un cycle d'infos, de news autour du trade à nouveau. Si tu gagnes ce soir et que tu te qualifies pour les playoffs, au moins tu continues d'exister d'un point de vue sportif pendant plusieurs semaines, et je pense que ça atténue un petit peu l'impact du trade, des dernières déclarations, des non-déclarations de Nico Harrison. En tout cas, voilà, ils ont intérêt, si ce soir ils défendent fort et qu'ils arrivent à gagner un match, pour au moins dire defense te permet de faire les playoffs, ça serait déjà énorme. Ouais. Mais je veux dire, les discussions autour du trade, de ses implications et de ses conséquences, elles sont quotidiennes et pas que chez nous. Hein. Regarde, hier, Adam Silver, il était dans le truc de Pat McAfee, là, où il a vraiment insisté pour dire qu'il n'y aurait pas de déménagement des Mavs, qu'il avait entendu les rumeurs, mais que c'est une des théories qui avait été avancée. C'était une des seules qui faisait à peu près sens pour nous quand on a appris le trade. Et que des gens ont dit oui, mais les propriétaires veulent à terme déménager à Vegas parce qu'ils n'ont pas réussi à implanter leur casino au Texas, donc ils veulent diminuer la valeur de la franchise et tout. Ça pouvait presque avoir du sens finalement. Et là, Silver, il dit non, mais pas du tout. Ils veulent même, là, ils vont même construire une nouvelle salle. Le trade, c'est comme ça, on verra ce qu'il donnera, si c'était un bon trade ou pas, mais toujours est-il que les Mavs ne bougent pas. Donc les fans des Mavs vont devoir supporter leur équipe sur cette version-là et se préparer à une énorme reconstruction. Mais les discussions, elles seront constantes. Que ça passe ou non, là, ce play-in, le premier tour après, l'intersaison, quand il faudra signer un tel ou un tel, l'avenir de Davis, l'avenir de Kyrie, ça va être... c'est pendant des années, en fait, les gens doivent s'y préparer. Il y a des spécialistes américains. Nous, on s'est offusqué, on a gueulé sur ce trade, mais
si vous écoutez les podcasts américains de gens pointus qui suivent la NBA depuis 40, 50 ans parfois, te disent c'est le trade le plus incroyable de l'histoire du sport américain presque. Il y a d'autres exemples, mais c'est le plus inattendu et celui avec les conséquences les plus fortes. Donc, on va en entendre parler tout le temps. Je sais que parfois dans les commentaires, vous me dites c'est bon, on a compris, ou ça suffit, vous n'avez pas en parlé 10 ans, mais c'est tellement important qu'on ne peut pas ne pas évoquer à chaque fois les ramifications. Et le commissionneur lui-même insiste pour en parler. C'est-à-dire qu'il est dans l'émission et ils allaient passer à autre chose et il dit non mais je reviens sur le sujet d'avant parce qu'il faut bien que les gens comprennent qu'il n'y a pas de complot pour déménager la franchise. La franchise reste à Dallas. C'est simplement une décision sportive, enfin d'un directeur sportif et il n'y a pas d'implication au-delà de ça en fait. Bon, on est désolé, vous en entendrez parler encore. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez fou que... Enfin, fou. Pas fou, mais c'est pas anodin qu'Adam Silver soit passé dans le Pat McAfee Show. Alors, je sais pas si vous connaissez ce show, mais c'est quand même un truc qui frappe souvent en dessous de la ceinture. C'est un show de sportif, mais honnêtement, où ça part... ça prend n'importe quelle rumeur comme... C'est un peu TPMP du sport. Ouais, c'est voilà, un peu voilà. à une échelle différente, mais il y a un peu ça, voilà. Exactement. Et donc, le fait que Adam Silver sente que c'était nécessaire de... Alors, participer à ce show, c'est autre chose. C'est un show qui est extrêmement populaire aussi. Mais surtout, de profiter de l'occasion pour démentir des rumeurs selon lesquelles ça aurait été le fruit d'une machination pour faire, pour faire déménager la franchise. C'est dire à quel point, quand même, il y a un sentiment encore plus outre-Atlantique que chez nous de ce truc n'a pas de sens, il doit y avoir un sens caché, il doit y avoir des magouilles, et c'est des magouilles, enfin, c'est une manière de parler. Et maintenant, avec en plus la multiplication, enfin l'autorisation des paris sportifs sur le basket, tout ça prend aussi une dimension différente, parce que ça peut influer sur la manière dont les gens se mettent à parier, sur le fait que les gens puissent se demander, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose derrière, etc. Donc ça remet en cause quelque part la crédibilité de la ligue, et c'est la dernière chose que veut la NBA. La NBA qui se rappelle des implications de certains scandales autour de matchs truqués ou de ce genre de choses. C'est vraiment la dernière chose que la Ligue veut. Et j'ai trouvé que c'était assez impressionnant de se dire Adam Silver a même dû en passer par ça, tellement les implications sont folles. Moi, j'étais surpris. Enfin, quand j'ai vu, sur X, j'ai vu sa tête et en même temps le studio du Pat McAfee Show qu'on voit de temps en temps parce que ils ont des takes parfois, c'est volontairement polémique et tout. Ça m'a surpris, mais ça montre que il voulait que ça passe, que le plus grand nombre de gens possible, ou presque. Parce qu'après, il y a des shows aussi d'ESPN, si tu vas avec Stephen A. Smith et tout, tu as du monde aussi. Mais c'est que c'était important de le signaler pour lui. Exactement. Et il y a un deuxième match de play-in ce soir, Heat face aux Hawks. Deux dynamiques très différentes. Hein. J'ai trouvé quand même que la fin du match Atlanta-Orlando avec Trae Young qui prend 2 fautes techniques volontairement, hein, notamment la deuxième pour se faire sortir, c'est pas très bon augure, je trouve, pour le match d'Atlanta ce soir. C'est marrant parce que ces deux équipes qui se sont affrontées à plusieurs reprises au play-in déjà par le passé. On sait que le Heat sait gérer ces matchs-là. Ils sont même allés jusqu'en finale NBA après en être passés par un play-in. Quel est ton sentiment pour ce match de ce soir ? Je reste sur ma position d'avant le premier match du play-in. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est les deux Floridiens qui vont passer à l'Est. Orlando s'est déjà qualifié. J'ai eu le sentiment qu'Atlanta était un peu tendre. Ça a frustré aussi Trae Young, hein, qui a fait plutôt son match. Hein, et qu'Atlanta était un peu trop tendre contre des adversaires qui avaient déjà été en play-off la saison passée. Et Miami, malgré le départ de Jimmy Butler, il reste des joueurs qui ont été en finale NBA, qui ont joué des gros matchs ces dernières saisons. Tyler Herro, on a vu qu'il faisait la différence, hein, que c'était le seul All-Star du match précédent, mais on l'a quand même bien vu. Et qu'avec Adebayo, avec même les autres, ceux qui restent, avec Wiggins, j'ai l'impression que ça devrait suffire. Après, on n'est pas à l'abri de surprises. Atlanta a du talent, a des joueurs à proposer, mais sur un match avec l'expérience comme ça, je pense que je vois quand même Miami passer, personnellement. Ouais, je partage ton avis. Je pense aussi qu'il y a une dynamique là. Miami qui a eu beaucoup de mal après le trade de Jimmy Butler et qui a fini par trouver quand même
un mode de fonctionnement assez intéressant sur la fin de saison. Je pense que la dynamique est meilleure pour Miami. Donc on verra ce que ça donnera ce soir. À voir aussi, Trae Young, on a tendance à l'oublier, mais c'est un joueur qui parfois s'est montré décisif dans des matchs clutch. On se rappelle quand la saison où Atlanta était allé jusqu'en finale de conférence à l'Est, qu'il avait été exceptionnel dans les fins de match. À voir, mais effectivement, simplement, juste en termes de dynamique et d'expérience, Miami me semble avoir un vrai avantage dans la confrontation de ce soir. Donc l'idée, c'est de pouvoir finir 8e et donc d'affronter les Cleveland Cavaliers au premier tour des playoffs à l'Est. On parlait tout à l'heure de management. On va rester un petit peu sur ce thème-là, parce qu'il y a les Phoenix Suns. Matt Ishbia, le propriétaire des Phoenix Suns, s'est exprimé hier pour revenir sur la saison extrêmement décevante de son équipe. Pour revenir aussi sur le renvoi de Mike Budenholzer, à qui on a fait porter tout le poids de la saison catastrophique. Franchement, on en plaisantait un peu entre nous, mais à l'annonce de son renvoi, déjà, il y avait eu un communiqué de presse laconique qui, en gros, te disait, bon, bah, tout ça, c'est de la faute du coach. Ishbia, en gros, a renforcé cette idée hier, non? Mais là, depuis qu'il a pris l'équipe, combien de confs de presse il a fait? J'ai rarement vu un proprio être aussi présent médiatiquement. C'est-à-dire que même Cuban, au début, il a toujours été théâtral et tout, mais là, il fait les confs de presse à la place. James Jones, on le voit absolument jamais, en fait. Le GM, qui est en fin de contrat, hein, d'ailleurs. On le voit jamais. On voit souvent Matisse Bia, qui essaye de se détacher un peu de l'image de proprio interventionniste, mais finalement, c'est quand même lui qui fait les confs de presse. Et c'est lui qui parle un peu de la stratégie à venir. Donc, tu as raison, il a à nouveau fait porter le chapeau. Je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais quand ils lui ont demandé pourquoi Budenholzer avait été limogé, il a commencé par dire on a gagné je ne sais plus combien de matchs cette saison. C'est pour ça que coach Budenholzer n'est pas avec nous aujourd'hui. Genre, on a perdu, on a gagné si peu de matchs parce que parce que lui était notre coach. En gros, c'est comme ça que je l'ai pris. Et le communiqué allait dans ce sens-là, celui que tu évoquais tout à l'heure. Et après, j'ai la déclare, il dit c'était une saison embarrassante, terrible, un échec, on doit faire les choses différemment, je suis déçu, on n'était pas fun à regarder. Ok. Et là, donc, il a pris ses responsabilités, ce qui est bien, mais ce qui est assez rare chez les propriétaires quand même. C'est plutôt un speech de GM ou de président des opérations basket où il dit ce qu'on a essayé de faire n'a pas marché. Je dois faire un meilleur job en tant que propriétaire au niveau de l'identité des Suns. Je vais faire un meilleur job. Vous allez sentir le changement, ce sera indéniable. Vous allez être fiers de cette équipe à nouveau. Les fans méritent mieux. C'est bon, ça ressemble beaucoup à des grands discours. Il est plutôt éloquent, hein, Matisse Bia. On l'a vu dès qu'il est arrivé, il est très très communicant, mais ça me laisse un peu sceptique quand même de le voir aussi souvent et que ce soit lui qui se mette en avant. Il y a d'autres franchises où on voit que les GM, parfois on voit que les head coach, et là on voit beaucoup le propriétaire quand même. Et c'est un peu injuste, je trouve, même si j'ai été aussi critique de Budenholzer. Je pense qu'il n'a pas eu toutes les cartes et les bonnes cartes en main pour faire la meilleure saison possible. C'est un peu facile, je trouve, de lui faire porter entièrement le chapeau. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il a beaucoup insisté sur les aspects. Alors, il n'a pas prononcé le mot culture, mais identité. Loin, hein. Voilà, mais en gros, c'est ça qu'il voulait dire. En gros, il a insisté sur l'an prochain, vous verrez beaucoup plus de joie sur le terrain. On verra des joueurs qui aident les autres à se relever quand ils sont tombés par terre, tout ce genre de choses. Ça me fait un petit peu sourire quand même quand tes premières décisions que tu as faites en tant que propriétaire, ça a été d'aller chercher des stars tout de suite en fait. Et t'en foutre un petit peu justement des role-players, des joueurs de l'ombre, des joueurs qui souvent sont ceux qui aident une culture vraiment à exister au sein d'une équipe. Et l'autre chose que je trouve un petit peu compliqué, c'est qu'il laisse penser que ça, tu peux le créer en claquant des doigts et que dès l'an prochain, ça sera ça. C'est pas si simple. Donc, c'est pas si simple. Et, il a annoncé que du changement allait venir. Donc, on va voir ce que ça veut dire en termes de roster. Mais ce qui m'inquiète, t'as raison de parler du fait qu'il est très présent. C'est que, alors que les observateurs extérieurs avaient l'air de penser qu'il était trop présent dans les opérations basket. Là, en gros, il a dit l'an prochain, je le serai encore plus. Et il a beau dire, il dit oui, voilà, je laisse le GM faire son boulot, mais derrière, sur le dernier call, en gros, on revoit les choses avec moi, et moi, je revois les choses avec le coach. Et ça, je trouve ça assez fou, en fait, parce que je me dis, ça, c'est dans la relation entraîneur-GM, oui, c'est là qu'il doit avoir les allers-retours, mais c'est à eux de se mettre d'accord et ensuite d'aller proposer un projet au propriétaire qui lui appuie sur le bouton. Mais je trouve ça bizarre, t'as l'impression que c'est genre
L'entraîneur et le coach vont se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et après, lui, il va aller revoir avec le coach si effectivement ça lui semble cohérent. Ça ne marche, Je suis pas sûr de comprendre, quoi. jamais. Ça ne marche absolument jamais. On l'a vu dans un passé récent ou pas récent. Les proprios interventionnistes, en général, ça finit mal. Alors, je citais Cuban parce que c'est un exemple intéressant. Il a fait des conneries aussi, Cuban, en termes d'interventionnisme. Il a été trop présent à un moment. Il a voulu être le visage de la franchise quasiment tout le temps et ça a été bien. Mais il a aussi souvent, après, laissé les GM faire leur boulot et servi un peu de paratonnerre parfois en disant oui, non, mais c'est moi qui ai validé ça, machin. C'est dangereux de faire ça. À Sacramento, ils ont un proprio qui fait ça aussi. D'ailleurs, les Kings aussi ont changé de GM. Monty McNair, on l'avait évoqué, était parti. Et quelques heures après, Scott Perry, qui était au Knicks avant, et GM. Là aussi, c'est un proprio interventionniste qui a fait des bêtises et qui pèse encore aujourd'hui sur la franchise. Donc, faut faire attention. Je suis pas très rassuré pour les Suns parce que la fameuse culture en question, le terme est certes un peu galvaudé, mais quand on considère que c'est quelque chose de réel et de concret, ça se construit pas en un jour. Instant promo pour le MOOC Miami, mais sur la culture du hit, Pat Riley, il n'est pas arrivé, il n'a pas claqué des doigts et tout le monde était intégré à cette culture qu'il souhaitait. C'est du travail, des choix, des erreurs, des remises en question, mais c'est pas demain. Je pense pas que les Suns, dès l'année prochaine, auront de quoi se vanter d'avoir une culture et d'être tout de suite compétitif, et ça va être très compliqué, c'est long. Mais je suis d'accord avec toi, et en fait, je vais donner un autre exemple, c'est que, honnêtement, si tu mettais une galerie de portraits à la Usual Suspect, avec dedans Peter Holt, le propriétaire du Oklahoma City Thunder, et les propriétaires des Boston Celtics, au milieu de gens tirés au hasard, je serais incapable de te dire qui est qui, en fait. Et que les meilleures franchises, ce sont celles où chacun fait parfaitement son job, et où chacun laisse les autres faire son job, en fait. Et écoute, il est blindé, il a gagné le droit de faire ce qu'il veut de sa franchise, mais c'est vrai que c'est pas la conférence de presse qui m'a le plus rassuré pour l'avenir à court terme des Suns, et il a quand même conclu en disant « Nous gagnerons des titres ici à Phoenix », et j'insiste, titre avec un S. Oh là là, ça non plus, ça ne marche jamais, hein. Historiquement, vous pouvez regarder le hit, il n'y a pas si longtemps, not one, not two, not three, not four. Alors, ils ont gagné des titres, mais pas autant que ce qu'ils avaient annoncé. C'est jamais très très bon. Les Nets aussi, à l'époque, avec Prokhorov. Non, t'as raison, c'est les franchises les plus discrètes, avec les proprios les plus discrets. Ce qui ne leur empêche pas d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe, encore une fois, hein, mais c'est pas un très bon signe. Alors, je souhaite pas ça aux fans des Suns, hein, c'est une franchise que j'aime bien en plus. Et Jibia est un mec qui a l'air bien, c'est pas le problème. C'est quand même une pente, un chemin dangereux. Tu parlais de Vivek Ranadiv, il y a une autre news qui est tombée du côté des Sacramento Kings. Hier, dans le CQFR, vous annonciez le renvoi du GM McNair. On sait maintenant qui va le remplacer. Tu me le disais avant qu'on commence le CQFR, faire du neuf avec du vieux. Les Kings qui ont décidé d'engager Scott Perry comme nouveau general manager. Tu vas nous le réexpliquer, mais quelqu'un qui était passé déjà par la maison brièvement avant d'aller notamment du côté des Knicks. Moi, c'était là où je m'en souvenais principalement. Ouais, c'est ça. Il avait passé 3 mois chez les Kings en tant qu'assistant GM ou vice-président des... Enfin, il avait un rôle assez important de base. Les Knicks ont dû envoyer un tour de draft et du cash pour le récupérer, et il y a passé 4 saisons, je crois, avant qu'Ion Rose change un peu de direction, hein. Et maintenant, c'est Gerson Rosas qui est le GM. J'étais un peu étonné parce que c'est comme les coachs les franchises qui nomment un head coach tout de suite alors que le marché n'est pas encore très clair et déterminé. Il y a un marché des GM aussi, hein, on l'a vu. Calvin Booth est sur le marché. D'autres vont sans doute aussi être sur le marché après ou être plus disponibles par rapport à ce qui va se passer en playoff. Je trouve ça un peu curieux alors que c'est à nouveau un carrefour important pour les Kings qui se sont loupés et qui ont besoin d'être reconstruits. Dès le lendemain de l'élimination, donc virer son GM, pourquoi pas, en nommer un direct, je trouve ça assez curieux. Je te dis, Scott Perry va peut-être faire du très bon travail. Il avait fait un travail honorable avec les Knicks, hein. Ça s'était pas forcément super bien terminé, mais il avait fait du travail. J'aurais aimé voir peut-être un GM plus jeune. Je sais pas si c'est forcément une obligation, mais Scott Perry, ça fait longtemps qu'il est dans le game, hein, quand même. Il a 61 ans, il avait travaillé pour Orlando aussi. Il a
sans doute une très bonne vision et c'est quelqu'un de compétent, mais j'aurais aimé voilà, quelqu'un avec une vision peut-être plus moderne. Là, c'est quelqu'un qui s'entend très très bien avec Vivek Ranadiv déjà de base. Et Ranadiv m'a l'air d'avoir voulu mettre quelqu'un qui peut-être serait pas trop dérangeant ou qui accepterait son interventionnisme, celui qu'on évoquait juste avant. Donc je sais pas, j'espère pour les Kings que ça soldera par quelque chose de bien, mais il y a plein de décisions importantes à prendre aussi pendant l'été sur le noyau des joueurs, sur le head coach aussi. Donc j'étais un peu surpris sur le timing et directement le nommer. Ça veut dire que c'était quand même dans les tuyaux et qu'ils y avaient pensé avant même l'élimination. Ouais, ça c'est sûr. Après, honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne idée de ne pas avoir trop perdu de temps parce il y a des gros chantiers qui s'annoncent pour Sacramento. Et je pense qu'il y a des questions importantes qui doivent être posées en interne sur qu'est-ce que les Kings veulent être. Est-ce qu'ils veulent être une équipe de milieu de tableau ad vitam aeternam? Et si c'est pas le cas, il y a des décisions très fortes à prendre avec le roster qu'ils ont à disposition, sur quelle route ils veulent prendre pour essayer de devenir une équipe qui compte. Voilà, c'est des questions qui sont pas simples à répondre. Tu as raison, il y a le choix du coach. De ce que j'ai pu lire, il était laissé entendre, enfin, on pouvait comprendre que peut-être Doug Christie allait potentiellement rester à la tête de l'équipe pour la saison prochaine, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, parce que sur une demi-saison, c'est dur de voilà, c'est un mec qui c'est pas si simple d'évaluer son niveau. Ça dépend C'est le roster, quelqu'un en qui est fait. déjà dans la maison. Voilà, exactement. La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait? Avec quel roster? Comment? Quelle est ta timeline? Et ça, c'est des questions qui peuvent prendre du temps. Donc moi, le timing m'a pas tant gêné que ça. J'étais étonné de voir que Calvin Booth revenait aussi vite sur les tablettes d'autres franchises. Après, en termes d'évaluation de talent, Calvin Booth a plutôt fait du bon travail avec Denver. Je pense que les joueurs qu'il a choisis sont pas mauvais ils sont pas mauvais, notamment ceux qu'il a draftés. C'est plus sur la timeline et peut-être avec les contraintes qui étaient les siennes côté de Denver que ça a pas fonctionné. Mais c'est vrai que bon, on va voir pour les Kings. Tu le disais, tout part quand même du propriétaire. Vivek, quoi. J'ai pas quoi dire de plus, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Si vous avez lu le livre GOAT, vous verrez qu'il est en bonne place dans les GOAT des pires propriétaires de l'histoire. Voilà. Vous verrez pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, vous verrez. Mais ouais, effectivement, c'est quand même un petit peu, je sais que Bill Simmons en parle souvent du syndrome des nouveaux propriétaires où c'est des mecs qui ont été des capitaines d'industrie qui pensent avoir un peu enfin, qui ont un melon énorme parce qu'ils pensent être champion du monde de la prise de décision, quel que soit le contexte, qui veulent trouver des raccourcis, qui arrivent en disant on va transformer la franchise, on va gagner en un claquement de doigts, ça se passe jamais de manière aussi simple. Et effectivement, savoir bien s'entourer et laisser les gens qui connaissent vraiment leur job faire leur travail, j'ai l'impression que c'est limite l'une des qualités premières si tu veux être propriétaire d'une franchise, en fait. Et même, tu vois, du côté des Lakers, maintenant, on entend avant tout... Pendant longtemps, en fait, on n'entendait jamais parler que du GM. C'était le GM et les buzz, quoi. Là, ça fait 2 ans, finalement, on n'entend plus parler que de Rob Pelinka. Je pense que ça se passe quand même mieux quand chacun est à sa place. S'il y a vraiment un truc chaud, tu sais que Ginny Buss va être invité dans une émission pour expliciter une situation, mais c'est Pelinka qui est le visage de la franchise, en bien comme en mal. Dès qu'il y a un truc négatif, il doit aussi assumer. Moi, c'est un modèle que je préfère. De toute façon, ça semble le plus logique. Je reviens, il y a vraiment l'exception Cuban qui est c'est un peu particulier quand il était à Dallas. Mais globalement, c'est un modèle. Moi, je préfère le modèle que tu as évoqué avec des proprios discrets et un GM qui est visible. C'est un peu son job, quoi. Moi, je suis plus inquiet quand le GM est trop discret aussi. Tu vois, quand on le voit pas et que tu as l'impression que c'est une marionnette. C'est comme pour certains coachs avec certains GM aussi d'ailleurs, ou président des opérations basket, quand il y avait Phil Jackson, président des Knicks avec Derek Fisher, enfin voilà, bref, c'est du passé. Ouais, c'est ça. Quand c'est le GM qui vient te dire qu'il faut que tu mettes en place le même système de jeu qu'il utilisait 25 ans plus tôt, c'est toujours problématique. Pour finir, il y a des news équipe de France que vous le savez certainement, mais il y a un championnat d'Europe qui se joue cet été chez les filles. Ouais. Et hier, donc, la fédération a annoncé une liste pour le moins élargie de joueuses à l'approche de cet Eurobasket. 25 noms ont été retenus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui ressortait, les raisons, pourquoi un groupe aussi large?
Ouais, alors, donc déjà, il y a effectivement un Euro du 18 au 29 juin à cheval sur 4 pays. Les Bleus, elles seront dans le groupe qui sera en Grèce, à Athènes. Alors, si c'est important, c'est parce que les Bleus vont être favorites de cet Euro. On va dire, elles sortent d'une finale de JO. Le souci avec les joueuses WNBA semble réglé, en partie parce qu'il y en a énormément qui veulent y aller cette saison et que ce serait suicidaire de continuer dans cette voie un peu têtue qui a fait perdre du temps, je pense. Et donc, il y a un Têtu groupe ou élargi. absurde? Ouais, bah, absurde, voilà. Tous les adjectifs sont possibles. Hein, c'était assez frustrant. Là, ça a l'air d'aller dans la bonne direction. On reste prudent quand même, hein, parce que là, si le groupe a été élargi, c'est parce que la préparation qui commencera à Reims, à quelle date d'ailleurs, je ne sais plus. Mais en gros, ça coïncide euh, avec la saison WNBA. Voilà, je retrouvais les dates. Le premier stage, il est le 18 mai. C'est au début de la saison WNBA et ça se poursuit juste avant le début de la compète. Et donc, les joueuses WNBA seront libérées normalement par leurs équipes euh, peut-être une semaine ou 10 jours avant le début de la compétition. On sait que par le passé, ça avait poussé la direction de l'équipe de France à dire non, on veut pas de privilèges, on veut pas de machin. Là, il y a un groupe élargi pour permettre justement qu'il y ait un groupe de travail suffisant pour travailler juste avant l'Euro et que l'équipe soit quand même compétitive. Donc, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'il y a les joueuses qui vont normalement aller en WNBA cette saison, c'est-à-dire Marine Johannes, Gabby Williams, Iliana Rupert, plus celles qui espèrent avoir une place, passer le training camp ou même débuter la saison. Là, Dominique Malonga, qui a été draftée par Seattle avec le pick numéro 2, normalement va y aller, mais elle fait partie des joueuses concernées. Leila Lacan, Carla Leight, Mariam Badian, Janelle Salin. Donc il y a beaucoup de joueuses quand même de ce groupe qui sont susceptibles d'y aller et de jouer. Et pour compenser cette probable absence au début du camp, il y a plein de joueuses qui ont été appelées, qui ne seront sans doute pas dans le groupe final, parce qu'il n'y a que 13 joueuses à sélectionner. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des joueuses très, 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 très jeunes et qu'on montre qu'on prépare un peu l'avenir et qu'on leur fait prendre la température, comme on l'a fait prendre à Dominique Malonga, qui a déjà fait des compétitions avec les Bleus. Il y a 2 joueuses de la génération 2007, Théo, ça ne nous rajeunit pas, chez Finner Ça, c'est 2007, clair. et qu'on des noms qu'on est obligé d'évoquer parce qu'ils vont parler à des gens. Il y a donc, alors, le nom de famille ne va pas faire parler, mais Alicia Tournebiz, c'est la fille d'Isabelle Fijalkowski, qui est une légende du basket français et qui est déjà très, très, très douée avec Bourges. Elle a peu de temps chez les pros, mais sur les catégories de jeunes, elle a été exceptionnelle et elle est promise à un grand avenir. Et l'autre qui a été appelée de cette génération, c'est Ainoa Rizaché, qui n'est autre évidemment que la sœur de Zachary Rizaché et la fille de Stéphane Rizaché, deux joueurs qu'on connaît bien, un qu'on apprend à connaître et un que les anciens connaissent bien. Donc je trouve ça super de faire goûter à l'équipe de France à ces 2 jeunes-là, même si c'est un peu comme sparring partner probablement. Et il y a d'autres joueuses aussi du groupe qui vont essayer de défendre leur chance. C'est un groupe élargi, mais un groupe de talent. Ça montre que les Bleus ont vraiment un vivier super intéressant et que je pense qu'elles peuvent difficilement viser autre chose que la victoire. On est habitué à l'Euro d'avoir des médailles d'argent avec l'équipe de France. Là, avec les joueuses WNBA, les jeunes talents, l'expérience collective acquise avec les JO et les dernières compétitions, ça va être dur de se cacher. Eh ben écoute, parfait. De toute façon, on suivra la préparation de l'équipe de France et la compétition comme on le fait chaque été avec les équipes de France. Je te propose qu'on referme là Ouais. cette page pour le CQFR d'aujourd'hui. Demain, samedi, vous retrouverez notre ce à quoi il fallait répondre avec Antoine, bien entendu. Dimanche, vous aurez droit à un Hoop Culture si vous voulez élargir un petit peu vos horizons basket. Et puis, on vous souhaite surtout de passer une excellente journée. Le vendredi, c'est souvent le meilleur jour de la semaine. Profitez bien et on vous dit à demain. Ciao. Ciao, à demain.